Grande pyramide d'Égypte, les 7 vérités qui dérangent. Un livre de Philippe Lheureux et Stéphanie Martin. L'hypothèse la plus communément admise pour expliquer la présence des 3 bouchons de granit retrouvés en bas du couloir ascendant est que ceux-ci auraient servi à condamner l'accès aux chambres hautes après le dépôt de la momie dans son sarcophage. Les 3 bouchons étaient originellement placés dans la grande galerie. Avant de les faire glisser, les ouvriers devaient construire un pont en bois pour relier la grande galerie au couloir ascendant et leur permettre ainsi d'enjamber le couloir horizontal d'accès à la chambre de la reine. Il ne leur restait plus qu'à lâcher les bouchons un par un pour que ceux-ci glissent jusqu'en bas du couloir ascendant et ensuite sortir par le puits via la grotte avant de remonter par la descendrie et sortir à l'air libre. Suivez les flèches bleues pour la sortie prévue des ouvriers. Afin que le premier bouchon se coince en bas du couloir ascendant et éviter qu'il n'obture la descendrie, ce qui, entre parenthèses, aurait été mortel pour les ouvriers, un rétrécissement des parois du couloir ascendant avait été prévu dans sa partie creusée. Enfin, ça c'est la belle histoire que nous raconte la version officielle. Nous allons voir dans cette vidéo que ce qui paraît logique à première vue peut être totalement remis en question par une étude un peu plus approfondie des différents éléments du dispositif de fermeture. Premier point. Construction du pont enjambant le couloir d'accès à la chambre de la reine. Gilles Dormion l'avait déjà remarqué dans son livre « La chambre de Khéops », paru aux éditions Fayard, les encoches rectangulaires faites pour les poutres sont mal positionnées et réduisent de l'épaisseur du plancher la hauteur des poutres et donc leur résistance. De plus, pour encastrer les poutres, il y a lieu de diminuer leur largeur pour pouvoir les enfoncer dans les encoches. Finalement, si on prend en compte l'épaisseur du plancher et la largeur des encoches, on peut rarement leur donner plus de 15 par 15 cm de section. Si l'on fait le calcul pour savoir quel poids peuvent supporter 3 poutres encastrées de 15 par 15 cm de section, espacées d'environ 50 cm sur une largeur de 1,04 m, on trouve 1824 kg. On a donc des bouchons de 5,19 tonnes qui vont passer sur des poutres qui supportent au maximum 1,8 tonne. Et encore, j'ai pris l'acacia parce que c'était le bois le plus résistant à l'époque. Et si le plancher plie, ne serait-ce qu'un peu au passage d'un bloc, celui-ci ne pourra pas rentrer correctement dans le couloir ascendant et viendra de plus se placer devant la seule sortie possible des ouvriers. Idem si le pont s'effondre. Deuxième point, combien faut-il d'ouvriers pour amorcer la descente d'un des blocs de granit ? Compte tenu du coefficient de frottement entre le granit et le calcaire, il faut lui appliquer une force sur la face arrière de 294 kg. Autant vous dire que 2 ou 3 ouvriers ne sont pas prêts d'y arriver. Il en faut 6, et vu la surface de la face arrière, il faut forcément utiliser des cordages pour y arriver. Troisième point, descente du premier bloc bouchon. Une fois la descente du premier bloc amorcée, celui-ci va glisser, mais il va aussi prendre de la vitesse, pour atteindre 56 km/h en bas du couloir. Au final, il risque d'enfoncer le rétrécissement du couloir prévu pour l'arrêter et de basculer dans la descendrie. Ce bloc bouchon a en fait une forme trapézoïdale qui ne va pas faciliter sa descente, et ceci d'autant plus que son bord d'attaque n'a pas été arrondi comme ils étaient capables de le faire pour les traîneaux. Étant donné qu'il est arrivé à destination, c'est qu'il ne s'est pas arrêté en heurtant une paroi pendant sa descente. S'il l'avait fait, il aurait été impossible à décoincer compte tenu de la poussée nécessaire pour le remettre en mouvement. On peut aussi remarquer un joint blanc au pourtour de ce bouchon qui semble incompatible avec un bouchon qui serait rentré de force en percutant le rétrécissement du couloir. Quant aux dents de scie visibles sur ce bouchon, on ne sait pas si elles sont d'origine, mais si elles l'étaient, ça n'a pas dû faciliter la descente du bouchon. Je vous laisse imaginer l'impact que ce bloc de granit de 5,19 tonnes, arrivant à 56 km/h, a pu avoir sur le rétrécissement du couloir
creusés dans du calcaire. Mais il y a peu de chances qu'on obtienne au final une photographie comme celle-ci. Point numéro 4. Descente du deuxième bloc bouchon. Une chance de plus pour qu'il se bloque juste avant d'entrer dans le couloir ascendant. Ce bouchon, dont le bord d'attaque n'a pas non plus été arrondi, va forcément repousser devant lui du calcaire arraché par frottement sur le sol du couloir. Ce calcaire devrait finalement empêcher la jonction parfaite entre les blocs, et c'est ce que l'on constate car le deuxième bouchon s'est arrêté à 10 cm du premier. La compression de l'air entre le premier et le deuxième bouchon devrait ralentir un peu sa vitesse, même si l'étanchéité avec le couloir n'était pas totale. Chose incompréhensible, il y a de la matière calcaire repoussée à l'arrière du premier bouchon, alors que la logique voudrait qu'elle soit à l'avant du deuxième. Ceci dit, cela pourrait s'expliquer par le choc entre les deux bouchons. La matière arrachée sur le sol et repoussée devant le deuxième bouchon se met à la verticale lors de la collision, qui fait avancer le premier bouchon. Elle retombe ensuite collée au premier bouchon. Il faudra avoir une photographie plus précise du sol entre le premier et le deuxième bouchon pour vérifier. La photographie de cet endroit a été maintes fois demandée aux égyptologues qui font la sourde oreille, alors qu'elle est essentielle pour la compréhension de la fonction de cette pyramide. Point numéro 5, descente du troisième bloc bouchon. Ici aussi, pas de bord d'attaque arrondi pour faciliter le glissement. Le deuxième et le troisième bouchon sont collés l'un contre l'autre. Il n'y a pas eu non plus de calcaire repoussé par frottement, venu empêcher le contact entre les blocs. De plus, le choc avec le deuxième bouchon n'a pas resserré le deuxième bouchon contre le premier. Là aussi, il y aura compression de l'air et ralentissement du bouchon pendant sa descente. Le troisième bouchon a été entamé dans sa longueur par les ouvriers d'Al Mamoun, mais il montre des joints de contact quasi parfaits avec le plafond et le mur du couloir ascendant. Normalement, il n'aurait pas dû toucher le plafond et les murs. On voit vraiment mal comment il aurait pu glisser dans le couloir ascendant avec si peu d'espace entre lui, les murs et le plafond. Voici qui commence à faire pas mal de preuves contre le fait que les 3 bouchons de granit ont glissé de la grande calerie jusqu'en bas du couloir ascendant. En science, il ne faut pas imaginer que. Il faut vérifier point par point la faisabilité et revoir si nécessaire la théorie en conséquence. Point numéro 6. Changement de plan. Pour la plupart des égyptologues, le fait que le tiers inférieur du couloir ascendant ait été creusé dans des blocs de calcaire déjà mis en place serait la preuve qu'il y a eu changement de plan lors de la construction. Je n'y crois pas un seul instant, vu la complexité de ce qu'il y a au-dessus et qui aurait eu du mal à être improvisé. Dans leur tête, la pyramide avait déjà atteint un certain niveau quand ils ont eu l'idée du couloir ascendant. Ils ont donc dû être obligés de creuser pour rejoindre la descendrie. Il existe pourtant une autre explication possible à la présence de cette partie creusée, c'est celle qui inclut la possibilité que le couloir ascendant était destiné à recevoir de l'eau. La différence entre la partie creusée et la partie appareillée, c'est que la partie appareillée a des linteaux qui peuvent se soulever si la pression hydrostatique est trop forte. Or, où se trouve la pression la plus forte, si ce n'est dans le bas du couloir? Se pourrait-il qu'il y ait un deuxième couloir qui passe juste au-dessus de la descendrie, puis juste au-dessus du couloir ascendant? Dans ce cas, la recherche de la meilleure étanchéité pourrait aussi expliquer la partie creusée. La mission Scan Pyramide a détecté une amorce de couloir juste au-dessus de la descendrie. Je suis prêt à parier que ce couloir doit aussi passer au-dessus de la grande galerie, car le haut de la grande galerie fait 2 coudées, c'est-à-dire la largeur standard d'un couloir. Point numéro 7, la fermeture idéale. En glissant des blocs bouchons dans la descendrie, on pouvait facilement masquer le couloir ascendant. On pouvait aussi en mettre plus que 3 pour remonter jusqu'à l'entrée. En contournant les blocs sur le côté, ils auraient atteint la chambre souterraine sans se douter un seul instant de la présence du couloir ascendant. De plus, le puits pour la sortie des ouvriers aurait été inutile. Personnellement, j'ai du mal à croire que l'architecte capable de construire cette pyramide fasse une telle erreur de logique pour sa fermeture. Tout ceci laisse à penser que les 3 blocs bouchons retrouvés en bas du couloir ascendant
ont été mis en place à l'endroit où on les a trouvés dès l'origine de la construction. Ceci interdisait forcément tout passage de la momie par ce couloir et remet fortement en cause le rôle attribué aux chambres supérieures. Si vous voulez comprendre pourquoi le couloir ascendant pouvait être rempli d'eau, je vous invite à regarder la vidéo YouTube intitulée « Comprendre le rôle des 5 plafonds plats dans la Grande Pyramide ». En 2011, quand mon étude des bouchons de granit a révélé que le couloir ascendant était bouché dès l'origine de la construction, j'ai cherché une autre entrée sur la face nord pour accéder à la chambre secrète dont je croyais avoir déterminé la position. J'ai remarqué, comme d'autres chercheurs avant moi, que les chevrons qui couvrent l'entrée de la descendrie étaient trop hauts par rapport à cette entrée. Comme je savais qu'il y avait un couloir qui passait au-dessus de la grande galerie, il m'était facile de relier les deux. En 2014, soit 1 an avant les premières missions de Scan Pyramide, je publiais une vidéo YouTube intitulée « Existe-t-il une chambre secrète au sein de la Grande Pyramide ?» où je montrais l'entrée du couloir, mais aussi sa position. C'est d'ailleurs moi qui ai contacté par mail Sébastien Procureur de la mission Scan Pyramide pour lui expliquer où, d'après ma théorie, se trouvait l'entrée du couloir qui plus tard a été découverte début mars 2023. Malheureusement, le fond semble muré. Vais-je avoir raison ou tort? L'avenir nous le dira. Mais je ne vois pas pourquoi ils auraient fait une amorce de couloir qui ne débouche nulle part. Quand on sait que la première mission Scan Pyramide a coûté 2,5 millions d'euros et qu'il y en a eu 4 en tout, ça fait cher le trou pour passer un endoscope. Heureusement, ils n'ont pas découvert que ça. Il y a aussi eu le Big Void qui s'intègre parfaitement à ma théorie. Celle-ci propose une position de la chambre secrète à l'ouest des 4 derniers niveaux de plafond plat qui couvrent la chambre du roi et qui est couverte elle-même par la prolongation des chevrons. Vous pouvez retrouver cette théorie dans mon livre « Grande pyramide d'Égypte, les 7 vérités qui dérangent », mais aussi sur le site web consacré à cette théorie www.grande-pyramide.fr, ainsi que dans le groupe Facebook « Le mécanisme d'ouverture de la Grande Pyramide ». Bonne lecture, et si vous aimez, n'oubliez pas d'en parler à vos amis.